le projet FAIR s'est associé donc à plusieurs partenaires franco-belges pour la mise en place de plusieurs webinaires. Ces webinaires portent sur plusieurs thématiques et invitent autant les professionnels que le grand public à voir et écouter différents intervenants belges et français et à interagir avec eux via un chat de questions-réponses. Pour cela, est-ce que vous avez ma présentation ? Pour cela, vous avez donc en haut à droite de votre écran un rectangle avec un point d'interrogation pour interagir directement avec notre intervenant. Notre collègue en backstage, Jean-François, pourra donc choisir de publier votre question ainsi que sa réponse, soit de vous répondre en privé ou alors de choisir de garder la question pour la poser à notre intervenant en fin de présentation. Vous pouvez également noter votre nom quand vous posez votre question ou de rester anonyme, le tout à votre convenance. Avant de vous présenter donc notre intervenant et la thématique du jour, je voulais donc juste vous faire un petit point sur le projet FAIR et donc vous présenter les différents partenaires. Le projet FAIR, c'est 6 partenaires, donc 3 Belges et 3 Français, donc, qui ont constitué d'Espace Environnement, du Cluster Éco-Construction et du Forum pour le versant belge, de l'Agence de développement d'urbanisme de la Sambre, l'APES et les Compagnons du Tour de France pour le versant français. Tous ces partenaires œuvrent depuis 2016 à former, accompagner et inspirer tout professionnel ou futur professionnel, porteur de projets publics ou privés, aux multiples enjeux d'une rénovation afin d'aboutir à une solution économe en énergie tout en respectant la qualité patrimoniale du bâti, de son environnement, la santé des professionnels du bâtiment et de ses occupants. Le leitmotiv, effectivement, c'est que la rénovation efficiente, c'est bien plus qu'une approche énergétique. Et aujourd'hui, pour nous présenter effectivement le projet de l'outil Box sur la pathologie, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Chal. Bonjour Laurent, est-ce que vous m'entendez ? Alors, voilà. Voilà, super, super. On va y arriver, super. Bonjour Laurent, comment allez-vous ? Ah bah alors maintenant on ne vous entend plus. On a des problèmes de micro aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Ça avait été désactivé. Voilà, bah super, voilà, bah regardez. On y arrive, on y arrive. Voilà. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Alors Laurent, vous êtes formateur à Construcform Hainaut. Vous êtes passionné de construction bois et d'isolation naturelle et vous avez travaillé comme architecte indépendant pendant 10 ans. Puis vous avez travaillé en tant que responsable exécution dans une société spécialisée en ossature bois. Exactement. Vous êtes responsable PEB et conseiller en énergie et depuis 4 ans, vous êtes chargé de formation dans les sections bureau d'études au centre compétences Construcform Hainaut. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la pathologie Box. C'est apparemment, donc, on va le découvrir, c'est un outil de formation visuelle et ludique qui permet, en partant des pathologies les plus courantes rencontrées lors des chantiers de rénovation énergétique, de former les apprenants aux bonnes pratiques et à les mettre en œuvre pour les éviter. Tout un programme super intéressant, dites-nous en plus. Voilà, donc je vais commencer par partager mon écran. Allez-y. Voilà, c'est parti. Est-ce que c'est OK pour vous? Eh bien, écoutez, on la voit sans aucun problème. Vous pouvez la mettre en grand écran. Je pense qu'on aura plus de facilité de lire. Eh bien, voilà, c'est parfait. Voilà, c'est parti. Voilà, donc bonjour à tous. Donc, la pathologie Box, en fait, est un outil qui a été développé donc, dans le cadre du projet FAIR. Il s'agit en réalité d'une manière d'appréhender toute la théorie de l'isolation un petit peu à contre-pied, puisque d'habitude, on explique les théories liées à la construction et on en découle sur les pathologies éventuelles. Alors, juste en guise d'introduction, beaucoup de pathologies sont dues à la stabilité ou à des problèmes d'infiltration d'eau. Le cadre de cette pathologie Box est plutôt de développer tout ce qui est théorie et de revisiter aussi tout ce qui est théorie liée à l'isolation des bâtiments en rénovation essentiellement. Donc, l'objectif de la présentation du webinaire aujourd'hui va être simplement de vous faire parcourir le fonctionnement et donc de vous approprier cette pathologie Box. Juste d'en voir toutes les différentes facettes. Donc, c'est un outil qui doit être transmis à des stagiaires qui ont déjà reçu quelques notions, notamment par rapport à tout ce qui concerne la PEB. Donc, en Belgique, c'est la performance énergétique des bâtiments. Vous avez, je crois, le même pendant en France.
Donc au-delà de la PEB, parce qu'on va avoir d'autres notions supplémentaires, et notamment lors de ces formations prérequises, on parle également des caractéristiques des matériaux qui ont une influence non négligeable dans les phénomènes de transmission de vapeur et d'eau également. Et on théorise également, on voit en tout cas les différents modes de transmission de différents flux. Et donc, ben, je vais quand même, pour que tout le monde soit au même pied d'égalité, faire un petit parcours de ces trois prérequis. Donc, la performance énergétique des bâtiments, il s'agit en fait d'une réglementation européenne d'application depuis 2010 qui vise à réduire la consommation d'énergie primaire dans la construction notamment. Donc l'énergie primaire est considérée comme étant l'énergie directement prélevée à la planète, mais la garantie du confort intérieur des bâtiments fait également partie de ces réglementations. Et donc pour le dire différemment un petit peu, il s'agit de mettre suffisamment d'énergie pour que un bâtiment soit confortable toute l'année, c'est-à-dire plus de 18 degrés toute l'année et moins de 25 degrés en cas de surchauffe. Donc, ce qui a été mis en place, c'est un certificat PEB qui permet de comparer les logements, qu'ils soient existants ou neufs. Dans le cadre de bâtiments existants, il s'agit essentiellement d'un constat, donc avec une méthode de calcul qui est dite certificat PEB, obligatoire à la vente à la location. Donc, le propriétaire doit fournir ce document lorsqu'il vend le bâtiment ou lorsqu'il le loue. Tandis que pour les bâtiments neufs, il s'agit plutôt d'une exigence à respecter. C'est une méthode de calcul qui est réalisée par un responsable PEB. Et donc, les constructions neuves ont des exigences, des performances à atteindre, tant sur l'enveloppe que sur le système. Et on obtient donc un certificat. On doit l'obtenir absolument pour que ce soit validé. Il y a une petite exception, c'est tout ce qui est extension et rénovation. La PEB, en fait, concerne tout ce qui est soumis à permis d'urbanisme. Alors, donc on a du coup un même indicateur énergétique pour tous les bâtiments, ce qui permet de comparer les logements entre eux. Et il y a une évolution constante dans les exigences qui deviennent de plus en plus strictes au fur et à mesure des années. Donc, le principe, c'est qu'on a différentes pertes, des pertes par transmission. Et donc, ben, pour diminuer ces pertes, on va isoler davantage le bâtiment. Il y a également des pertes par ventilation. Là, on va tenter de récupérer de la chaleur si possible dans le système de ventilation. Et puis, il y a des pertes par exfiltration. Donc, on va essayer à ce moment-là de plutôt réaliser une enveloppe étanche à l'air ou en tout cas plus performante de ce point de vue-là. Et d'un autre côté, on a des apports solaires qui sont gratuits, des apports internes également, et on va essayer de les valoriser tout en évitant qu'il y ait des surchauffes. Donc, là, on obtient donc un besoin net en chauffage. Plus on est consciencieux sur ces différents postes, moins on a besoin d'énergie pour atteindre le confort toute l'année. Donc, la priorité est vraiment donnée à l'enveloppe. On va limiter les pertes de chaleur, donc tant sur l'isolation, l'étanchéité et la ventilation. Et on va valoriser les apports solaires en limitant les surchauffes. Pour atteindre ce confort, le confort va un petit peu au-delà de la température. Il y a également l'humidité relative, la qualité de l'air. Et pour ce faire, ben, il y a un trio qui est vraiment indispensable dans la PEB, un petit peu au-delà de la PEB d'ailleurs. Il faut isoler, ventiler et rendre étanche. Et les choses sont fortement liées, puisqu'une ventilation fonctionne correctement à partir du moment où l'étanchéité à l'air est correcte et l'isolation est correcte également, et inversement pour toutes les différentes notions. Le deuxième prérequis dont nous allons parler maintenant, c'est les caractéristiques des matériaux. Donc, il existe différents types d'isolants qui ont des caractéristiques différentes. Disons que ce qui est souvent mis en avant par les constructeurs, c'est la valeur lambda, donc le transfert de chaleur. Mais il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte également et qui peuvent modifier donc, ce phénomène de transfert et de stockage. Donc, qui est lié donc, si la structure est poreuse et à la nature du matériau. Est-ce que c'est un matelas? Est-ce que c'est un panneau? Tout ça a une incidence et toutes ces notions-là sont donc vues dans les cours qui précèdent l'utilisation de la pathologie. L'eau a une incidence également sur l'hygrothermique des matériaux, le paramètre hygrothermique, puisque ça modifie la masse volumique, mais également la capacité thermique, même la conductivité thermique. Et un matériau n'est pas toujours stable par rapport à l'eau, il peut en avoir plus en hiver dans certaines conditions climatiques. Il y a 4 états, entre guillemets, théorisés de teneur en eau dans un matériau, donc état sec, zone hygrothermique, zone capillaire et sursaturation.
Évidemment, les pathologies apparaissent davantage dans la 4e catégorie. En ce qui concerne la zone hygroscopique ou capillaire, donc l'hygroscopicité d'un matériau, ben, c'est la capacité d'absorber l'humidité de l'air rapidement d'un matériau, tandis que la capillarité d'un matériau, c'est sa capacité de transférer l'humidité. Donc pour donner un exemple, le bois a une bonne hygroscopicité, par contre, en termes de capillarité, il a des valeurs plus faibles. La brique, c'est l'inverse. Il a une grande capillarité et peu d'hygroscopicité. Et des matériaux comme le polystyrène ou le polyuréthane, eux, ne sont ni hygroscopiques ni capillaires, puisque s'il y a de l'eau, elle va directement, elle ne va pas traverser le matériau et elle va directement ruisseler sur le matériau. Voilà, donc en ce qui concerne des caractéristiques de matériaux, il y en a d'autres qui influencent également la composition des parois et le comportement des matériaux. Tout ça est repris dans les fiches techniques de chaque matériau. Donc, je vous disais, la valeur lambda est souvent fort mise en avant par rapport à l'isolation, mais il y a également la masse volumique qui intervient, des facteurs de diffusion de vapeur, voire des valeurs de résistivité à l'air. Donc ici, toutes les valeurs ne sont pas reprises, mais il y a également l'incendie qui peut jouer, l'acoustique, les matériaux sont multiples et leur nature également. En ce qui concerne maintenant les flux, les différents flux qui sont entre guillemets théorisés dans les formations de sensibilisation à la PEB, ce sont d'abord les flux de chaleur. Donc ça, on en a déjà parlé, c'est le transfert de chaleur à travers un matériau. Et donc plus le matériau est isolé, moins il y a de chaleur qui passe à travers ce matériau. Donc là, je redis, c'est la valeur lambda qui est fort mise en avant. Il y a les flux d'air. Lorsque un bâtiment est fermé, il y a une pression différente par rapport à l'extérieur et l'air a tendance à vouloir sortir du bâtiment. Et donc, on va essayer d'éviter que l'air froid n'entre dans le bâtiment et que l'air chaud sorte du bâtiment pour ne pas qu'il y ait de condensation. Et donc, ce qui est souvent mis en avant dans les constructions aujourd'hui, c'est des membranes qui stoppent ces flux d'air tant venant de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, étanchéité à l'air, étanchéité au vent. Les notions sont ont parfois des vocabulaires différents en fonction des régions d'où on vient. Le flux d'humidité liquide, là, c'est plutôt justement par rapport à ce transfert de chaleur ou d'air. Il y a un endroit dans une paroi où on a ce qu'on appelle un point de rosée, donc c'est-à-dire une température où l'humidité gazeuse va se transformer en liquide. On va faire en sorte qu'elle se retrouve le plus à l'extérieur possible de la paroi. Et par rapport donc maintenant au flux d'humidité type vapeur, on va faire en sorte que les parois soient perspirantes et donc évacuent vers l'extérieur l'humidité pour qu'elle ne condense pas à l'intérieur de la paroi. Donc voilà un petit topo sur les prérequis à la formation et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc d'abord, je vais vous parler un peu du contenu de la pathologie box. Donc il s'agit d'un jeu sous forme de boîte, donc je le montre à l'écran si jamais, donc sous forme de boîte de jeu 7 à 77 ans, qui contient donc toute une série de choses, notamment d'abord une clé USB. La clé USB comprend 2 PowerPoint, avec un PowerPoint davantage ex cathedra, à utiliser de préférence les premières fois pour s'approprier donc l'outil, et un deuxième PowerPoint qui lui est plus destiné à faire une activité plus ludique avec les stagiaires, donc 12 stagiaires idéalement, 4 groupes de 3 personnes, qui reçoivent chacun à ce moment-là des magnettes à disposition pour venir les installer sur un tableau, donc ce qui permet de mettre une certaine dynamique dans l'activité, et des fiches signalétiques, donc des fiches de légende qui expliquent toutes les différentes notions dont je viens de vous parler et dont je vais vous parler également par la suite. Il y a 4 exemplaires également de chaque fiche de pathologie qui permettent donc de faire avancer le jeu. Je vais vous en parler par la suite également. L'activité, donc il y a évidemment, lorsqu'il s'agit d'un jeu, un but dans le jeu. Le but, donc c'est sur base d'une illustration de pathologie. Il faut d'abord réaliser
ce qu'on appelle un diagnostic. Donc, sur base d'une image, on réalise un diagnostic, c'est-à-dire on doit essayer de trouver les causes possibles. Donc, soit c'est dû à un flux de chaleur, un flux d'air, un flux d'humidité, ou liquide ou gazeux. Et ensuite, on doit déterminer un pronostic, c'est-à-dire on doit déterminer les conséquences probables de cette pathologie. Donc, que peut-il arriver suite à la situation existante? Alors, il peut arriver différentes choses. Je vais vous expliquer les différentes notions donc, qui sont reprises sur la fiche de légende. Soit, on va avoir une consommation énergétique. Enfin, je dis soit, en fait, c'est et. Enfin, parfois, il y a soit ou et. Donc, tout n'est pas toujours possible dans les réponses. Donc, sur consommation énergétique, il y a également la notion de pont thermique, de perte de performance de l'enveloppe, la notion de dégradation et pourrissement. Donc là, c'est carrément dans l'entièreté du bâtiment. Il y a ensuite des convections mouvements d'air, excusez-moi, je reviens en arrière. Convection mouvement d'air. Donc, il s'agit à ce moment-là d'inconfort, puisque les mouvements d'air font partie des caractéristiques de confort. Il peut également y avoir des condensations aux endroits où il y a des exfiltrations, donc des mouvements d'air, l'air froid qui sort vers l'extérieur ou l'air chaud qui rentre vers l'intérieur. Il peut également y avoir des condensations au droit des ponts thermiques. Lorsqu'il y a un pont thermique, il y a un risque de condensation et on va revoir ces notions dans les exemples que je vais vous montrer par la suite. Et il y a également la notion de condensation dans la masse. Donc là, c'est vraiment la condensation à l'intérieur du matériau. Toutes ces différentes notions, je remontre la fiche que les stagiaires ont avec eux pour pouvoir travailler et réfléchir ensemble. Et donc, je vais commencer par vous montrer un exemple. Le premier exemple de pathologie est une pathologie avec une référence. Donc, c'est issu de documents des CSTC, donc le Centre scientifique et technique de la construction. C'est une pathologie assez classique que l'on rencontre en rénovation. Donc on observe effectivement sur cette image une fenêtre et un mur perpendiculaire, un retour de fenêtre. Alors, on va d'abord explorer l'idée que ça pourrait être dû à un phénomène de flux de chaleur. Et donc, on va se poser la question, est-ce que les différentes règles de base sont respectées, à savoir l'épaisseur de contact minimale d'isolant est correctement réalisée? Est-ce qu'il y a une interposition d'éléments isolants qui est conforme? Ou est-ce que le chemin de moindre importance est respecté pour que ce nœud constructif soit conforme à la réglementation? Donc, on va se poser cette question et donc vraisemblablement que ça pourrait être dû à ce genre de problématique. Et on voit également qu'il y a vraisemblablement des problèmes d'humidité. Et donc là, on va explorer plutôt le diagramme de Mollier qui permet de vérifier un peu ce qui aurait pu se passer en partant du postulat qu'on a une température intérieure à 20 degrés. Et qu'on a une humidité relative de 60% à l'intérieur du bâtiment. Donc, normalement, pour être confortable, elle doit être située entre 40 et 60%, cette humidité relative. Donc, on va partir du principe qu'elle est à 60%. Et donc, en reportant cela sur le graphique, on obtient donc le point rouge, 20 degrés, avec une humidité relative de 60%, ce qui permet de définir que la température de condensation est à 12 degrés. Donc, c'est une manière de vérifier les théories déjà vues avec les stagiaires précédemment. Donc, petit intermède, il est possible évidemment d'améliorer la situation simplement en ventilant davantage le bâtiment et en diminuant cette humidité relative à 50 degrés, puisqu'à ce moment-là, la température de condensation diminue et donc ça permet d'améliorer la situation, bien évidemment. Donc, la suite de l'activité, une fois qu'on a déterminé les diagnostics, c'est de voir les pronostics. Que peut-il se passer? Que peut-il arriver dans le bâtiment? Donc, avec ce genre de cas de figure, on va avoir tendance à avoir donc, de la surconsommation énergétique. Clairement, il s'agit vraisemblablement d'un pont thermique et d'une perte de performance de l'enveloppe. Généralement, ces trois caractéristiques apparaissent simultanément. Et également, il y a des risques de condensation dans les ponts thermiques. Et donc, on a des risques de retrouver des condensations dans ce pont thermique.
L'idée pour que les stagiaires continuent l'activité, c'est que sur base d'une photo qui montre cette réalité, donc on a isolé la paroi par l'intérieur avec un linteau et une fenêtre, c'est de faire un schéma, normalement, eux-mêmes, de la situation telle qu'elle est et telle qu'elle devrait être idéalement. Et donc, ici, je vous ai mis des schémas issus du site Architecture et Climat qui montrent la situation. Donc, effectivement, quand on isole par l'intérieur, la difficulté est de ne pas avoir de pont thermique. Donc, la situation avant, on a mis de l'isolant sur la paroi intérieure. Et que faut-il faire pour améliorer la situation? C'est d'ajouter un isolant au-dessus du linteau et en dessous de la tablette. Voilà. Schématiquement, c'est toujours bien d'en discuter. Dans la réalité, évidemment, c'est toujours plus compliqué à réaliser puisqu'il est possible de devoir un petit peu modifier les supports. Mais voilà, comme ça permet en tout cas de revisiter toutes les différentes notions. Je vous montre maintenant l'exemplaire de cette pathologie box avec donc les différents éléments mis en avant. Il y a notamment donc des fiches, mais également donc des magnettes qui sont flexibles, qui sont des papiers magnettes, et il suffit de les mettre sur un tableau blanc. C'est la particularité évidemment. L'activité doit avoir lieu sur un tableau blanc magnétique pour que ça fonctionne correctement. Et voici donc l'exemple de l'activité avec identiquement la même pathologie mise en avant, où les stagiaires sont venus placer donc les différents magnettes concernés. Même chose par rapport donc aux magnettes de pronostic. Et voici donc l'activité qui peut être dessinée au tableau au lieu d'être projetée simplement de manière ex cathedra. Ça permet aux stagiaires également de réfléchir et de se mettre d'accord avant de proposer une solution. Voici un deuxième exemple de pathologie suivant le même principe. Donc on constate un pied de mur où il semble qu'il y ait un petit peu de désagrément, en tout cas que ça ne fonctionne pas nécessairement correctement. C'est également sorti d'un document des CSTC pathologie. Donc la référence est toujours indiquée. Et donc on va de nouveau explorer l'idée de ces fameux nœuds constructifs. Est-ce qu'ils sont conformes? Est-ce qu'ils ne sont pas conformes par rapport à la réglementation? Donc les règles de base, épaisseur d'isolant, les isolants qui se touchent, l'interposition d'un élément isolant ou le chemin de moindre importance. Dans ce cas-ci, on va voir la solution évidemment. De nouveau, la même problématique de flux d'humidité et donc on peut revérifier également qu'il y a une température vraisemblablement de condensation qui est relativement élevée à partir du moment où on part du postulat une vingtaine de degrés, 60% d'humidité relative. Alors, évidemment, ce diagramme de Mollier est assez statique puisque c'est un cas de figure. Dans la réalité, on n'a pas 20 degrés en permanence, on n'a pas 60% d'humidité relative en permanence et donc la température n'est pas toujours identique. Donc on peut profiter évidemment de l'exposé ou du travail pour réexpliquer cette notion et la possibilité donc de pallier à ces problèmes. Et il n'y a pas nécessairement dans ce cas de figure une pathologie, il faut évidemment qu'elle dure quelque temps. Mon PDF, voilà, n'avancez plus, mon PowerPoint. Voici donc une photo de l'intérieur, les dégradations qui peuvent apparaître et qui sont apparues aussi d'ailleurs. Et donc, de nouveau, les stagiaires sont amenés à devoir réaliser un schéma avant-après. Et donc, ils doivent essayer d'imaginer que, effectivement, il s'agit d'un pied de mur, qu'il y a vraisemblablement un isolant avec une plinthe, mais qu'il y a un pont thermique, puisque c'est un bâtiment existant entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, dans ce cas-ci, on a isolé par l'extérieur, et que donc c'est un point faible en tout cas, et que ça peut amener des désagréments. Donc, l'idéal est à ce moment-là d'augmenter le chemin donc, appelé de moindre importance pour qu'il fasse plus ou moins 1 mètre, enfin plus ou moins, pour qu'il fasse minimum 1 mètre entre l'air intérieur et l'air extérieur. À ce moment-là, le nœud constructif est réglé et est conforme à la réglementation. Voici un cas de figure assez classique, mais qui se voit de moins en moins, puisque c'est de plus en plus dans les mœurs des corps de métier de ne plus réaliser ce type de toiture. Donc on voit une toiture plate qui s'est un peu laissée aller, hein, donc avec carrément des petites cuvettes qui se sont formées.
avec une membrane donc d'étanchéité à l'eau par-dessus, et on sent qu'il y a un problème. Alors quel est le problème? Vraisemblablement, d'après les théories qui sont assez connues, il va certainement s'agir d'un problème d'humidité. Et donc là, en fait, clairement, c'est parce qu'il s'agit d'une composition de complexes de toiture dites toitures froides qui ne sont pas autorisées. Donc on isole en dessous de la structure, on laisse une lame d'air. Donc en mettant une étanchéité à l'air en dessous de l'isolant, le risque étant que cette étanchéité ne soit pas parfaite et que de l'air vienne se glisser dans la couche numéro 3, c'est-à-dire une lame d'air. Et étant donné qu'il y a une couche d'étanchéité à l'eau qui n'est pas très ouverte à la vapeur d'eau, eh bien, donc le risque est que ça condense sur l'OSB, que l'OSB se dégrade, pourrisse et que sous le poids de l'eau, par exemple, ou même d'un usage quelconque, étant donné que l'OSB n'est plus en bonne santé, eh bien, la toiture se laisse aller. Donc, effectivement, voici de nouveau, suivant le même principe, une photo de cette toiture dégradée de l'intérieur. Et le schéma devrait être un schéma avant, où on met l'isolant sous la structure, vers un schéma après, où l'isolant se trouve au-dessus de la structure portante, qu'elle soit en béton ou en bois d'ailleurs, avec une étanchéité à l'air, un isolant et une étanchéité à l'eau par-dessus, qui sert également d'étanchéité au vent, idéalement avec un lestage, mais ce n'est pas toujours le cas de figure. J'en arrive à vous montrer l'exemple, donc ça c'est de nouveau une photo des CSTC, l'exemple qui est souvent d'ailleurs divulgué dans les formations, d'une toiture où on voit qu'il y a de l'eau carrément sur la structure et donc un risque de dégradation du bâti. En fait, on voit qu'il y a une couche isolante, une membrane de sous-toiture par-dessus et que tout condense. On est dans un cas de figure, vraisemblablement on a des problèmes de nouveau d'humidité. Alors, excusez-moi, je reviens en arrière. Donc vraiment, on part soit en paroi, ici on est plutôt en toiture, de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a de l'humidité qui condense sur la membrane de sous-toiture. Mais quel est le problème en réalité? Le problème, on va le découvrir en réfléchissant un petit peu. Enfin, quelles sont les conséquences? D'abord, c'est qu'on va avoir une dégradation, pourrissement de la structure, évidemment. On va également avoir de la condensation, de l'exfiltration. Et également la condensation dans la masse, dans le matériau, puisque l'isolant va reprendre les gouttelettes d'eau qui vont retomber sur l'immeuble. Donc, le schéma avant, on a donc effectivement une toiture avec une lame d'air. Bon, ici, c'est carrément même un grenier où on n'a pas mis les membranes, on va dire, au bon endroit, mais les lames d'air sont, si pas à proscrire, enfin, elles sont à proscrire dans ce type de complexe. Donc, on sait maintenant clairement qu'un isolant fonctionne correctement à partir du moment où il n'y a pas de lame d'air, qu'on a une couche d'étanchéité à l'air, un isolant et une couche d'étanchéité au vent. Et donc, ce cas de figure arrive notamment quand on met des isolants en polyuréthane dans les greniers. Donc, il faut faire attention à ce que la couche d'isolant passe bien d'une membrane d'étanchéité à l'air à la membrane d'étanchéité au vent. Et donc, voilà la situation idéale à prôner dans ce type de formation. Et j'en termine avec un dernier exemple d'une poutre qui est ancrée dans un mur, où là, à partir du moment où on isole, on risque d'avoir essentiellement des problèmes dus au flux d'air, à savoir que si l'étanchéité à l'air n'est pas faite correctement entre la poutre et la surface de support, par exemple, ou l'isolant, enfin l'étanchéité doit être réalisée correctement, et il risque d'avoir une simple lame, une simple fente d'étanchéité à l'air, et à ce moment-là, l'isolant est moins performant. Donc, partant d'un postulat de 20 degrés, moins 10 degrés extérieur, ça n'arrive pas tous les jours, mais un isolant de 14 cm équivaut à un isolant de 3 cm avec une simple fente de 1 mm sur 1 mètre carré. Donc, c'est 5 fois moins performant que ce qui a été mis en œuvre. On peut donc partir du principe que l'isolant à ce moment-là n'est pas très rentable puisqu'il a été mal réalisé. On a ce problème d'étanchéité à l'air lorsque l'on place des prises électriques ou lorsque on fait de la rénovation et qu'il y a des poutres en place. C'est le cas de figure qu'il y a ici. Donc, c'est une bonne occasion de rappeler ce principe d'étanchéité à l'air, être attentif à faire correctement les raccords, également lorsqu'il s'agit de structures portantes. Donc, quels sont les pronostics éventuels? Donc, de nouveau, surconsommation énergétique,
donc de nouveau pont thermique, de nouveau perte de performance de l'enveloppe, mais également dégradation, pourrissement, convection, mouvement d'air, si on est en contact d'ailleurs avec l'extérieur, plus proche de l'extérieur, et on peut également avoir de la condensation également à l'emplacement de cette fuite d'air. Donc voici donc l'explication, une situation plus ou moins correctement réalisée, mais un schéma qui explique la problématique avant mise en œuvre. Elle est d'autant plus importante que l'on isole, puisque l'humidité va avoir tendance à vouloir partir vers l'extérieur aux endroits où il y a un point faible, bien évidemment. Donc la conclusion de l'exposé, voilà, j'y arrive tout doucement à la fin de cet exposé. Donc c'est qu'il y a différents flux, ça fait du bien de bien dissocier les choses. Donc la chaleur, en tout cas le fait d'isoler n'a pas une incidence que par rapport au flux de chaleur, mais également par rapport aux flux d'air qui sont induits par cette chaleur. Également les flux d'humidité, qu'ils soient liquides ou sous type de vapeur. Qu'il y a pour le confort 3 principes très importants que je rappelle, donc isolation, étanchéité et ventilation. Et la chaleur a davantage donc de lien direct avec l'isolation. Les flux d'air ont un lien avec l'étanchéité à l'air et la ventilation. Donc, en tout cas, c'est eux qui permettent de maîtriser, donc c'est l'étanchéité à l'air et la ventilation qui permettent de maîtriser ces flux d'air. L'humidité qu'il y a dans l'air également est un flux supplémentaire. Là, la ventilation permet de les réguler, l'étanchéité à l'air permet également de les maîtriser et l'isolation participe donc aussi au fait que les éléments sortent du bâtiment par perspiration, enfin que les parois permettent d'évacuer cette humidité. Je dirais qu'aucun matériau ne laisse passer 0% d'humidité, hormis éventuellement le verre, et que donc, quoi qu'il arrive, il y aura de l'humidité dans les murs ou dans les isolants à plus ou moins faible teneur en fonction des autres paramètres de la construction. Donc, pour avoir une enveloppe performante, il faut connaître les principaux paramètres hygrothermiques des matériaux qui composent chaque élément et voir l'impact que chaque élément a sur un complexe dans lequel il s'insère. Et dans le cas d'une configuration à risque, il vaut mieux vérifier sur un programme, un logiciel, si on a des risques de condensation. Et il faut garder malgré tout un beau concept de départ dans les différentes couches qui sont mises en œuvre. Et donc, effectivement, la mise en œuvre est essentielle également. Donc, je vais défendre un petit peu cette pathologie box en disant, voilà, l'objectif du webinaire était de s'approprier la pathologie box. Alors, juste dire que cette pathologie box, elle est flexible, elle s'adapte au niveau de connaissances des stagiaires. Également au formateur, le formateur peut également revisiter les théories qu'il veut revisiter par rapport donc à ce qu'il a déjà donné à ses stagiaires. Je dirais que c'est un cadre qui permet d'utiliser, en tout cas de fonctionner de manière à l'envers et donc de réutiliser donc toutes les notions qui ont été apprises pendant les formations. Et donc ça s'adapte également à la matière puisque il y a moyen de revisiter encore d'autres notions qui sont vues. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée de cette pathologie box. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire évoluer cette pathologie box. Vous pouvez envoyer vos éventuelles illustrations donc à l'adresse que j'indique ici pour terminer PowerPoint, donc laurent.chal@foren.be. Il est clair que c'est la grosse difficulté du projet ici, c'est de trouver des images de pathologie d'abord libres de droit et ensuite dont les explications sont évidemment tout à fait certaines, qui ont été démontrées et qu'on ne raconte pas, entre guillemets, des choses qui ne sont pas nécessairement opportunes. Donc voilà, je vous invite à envoyer, si vous avez la possibilité, des images. Ça permettra de faire évoluer la pathologie box. Voilà, je vous remercie. L'appel est lancé en tout cas. Merci beaucoup Laurent pour la présentation. J'ai quelques questions par rapport à la présentation. Donc là, on parle d'un jeu. Alors, attendez, est-ce qu'on m'entend là?
Oui, C'est bon pour tout le monde? Ok, super. Les aléas du direct, hein, comme, comme en début de présentation. Donc, je disais, voilà, donc là, on parle d'un jeu en tant que tel. Donc, à tout âge, on peut jouer, mais quel âge nous conseillez-vous pour jouer à cette pathologie box? donc la pathologie box est quand même destinée enfin, à des stagiaires en construction, évidemment. Donc, ça pourrait être également, pourquoi pas, une activité complémentaire en secondaire. Peut-être ce que je n'ai pas dit, c'est que l'animation, elle peut durer 1 heure. Je pense que ça peut être pris plutôt comme une conclusion ou une revisite un peu des différentes notions qui ont été théorisées précédemment, hein. Donc, c'est pas le jeu qui va permettre d'apprendre la théorie de la construction. Vous vous rendez bien compte, Non, non, là, c'est des exemples, là. On est sur des des exemples, exemples, voilà. tout à fait. Au lieu d'aller sur le chantier, avoir le cas concret, on l'a directement dans la box et ça nous permet de voir aussi les diagnostics, les pronostics et puis les solutions à apporter. Voilà. Très bien. Et justement, donc vous disiez, on avait une question sur l'animation, donc vous dites 1 heure d'animation. Est-ce qu'il y a une formation à suivre pour justement animer cette pathologie box? Je pense qu'elle elle peut être assez facilement appréhendée puisque, enfin, par un formateur ou un enseignant qui voit ces matières, ce type de matière dans ses cours. Ça peut être également en secondaire, par exemple, dans des cours de construction. Je pense que ça peut s'appréhender assez rapidement et de toute façon, je dirais qu'il y a une certaine liberté d'expliquer aussi ce que l'on veut. Ce qui vous a été montré n'est pas nécessairement la seule et unique solution, hein. Donc, on peut encore l'agrémenter pendant l'animation, en tout cas, quand il y a une liberté. Le stagiaire peut également aller explorer d'autres voies pour expliquer ce qu'il voit. Oui, c'est ça. Là, ici, il y a quelques exemples pour justement mettre en place la box. Mais après, on peut partir d'un cas totalement concret que le formateur ou l'animateur, en tout cas, aura vu de son côté ou que les élèves auront pu voir sur chantier ou autre. Exactement, on peut simplement intégrer des photos supplémentaires Tout à fait, ouais, d'accord. et faire le même type d'exercice. Ça nécessite néanmoins un petit temps de préparation pour pouvoir avoir une explication qui Bien soit sûr. plausible et adaptée. Et puis la solution à apporter, enfin bien sûr, évidemment, on adapte effectivement la pathologie en fonction et puis par rapport au diagnostic, mais en tout cas, le jeu est conçu, la boîte est conçue. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous remontrer la boîte? Parce que tout Oui. à l'heure, on l'a vu, mais vous étiez en tout petit, on avait votre présentation en grand. Voilà, donc n'hésitez pas à la mettre un peu devant la caméra pour qu'on puisse la voir. Super. Impeccable. Merci beaucoup, Laurent. Et donc, effectivement, pour cette box-là, les outils sont là, tout est adaptable en fonction des différentes pathologies qu'on aurait pu voir dans différents chantiers. Oui. Et donc, l'appel est lancé en tout cas à toute personne visitant des chantiers, prendre une photo et pourquoi pas vous l'envoyer pour agrémenter la box. Exactement. Évidemment lié à l'isolation et Bien sûr. idéalement en rénovation, puisque c'est un peu le thème aussi du cadre dans lequel s'est fait ce projet. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Justement, on parlait de pathologie. Combien de pathologies sont traitées actuellement dans ce jeu? Alors pour l'instant, il y a 10 fiches qui sont créées, donc ça ne demande qu'à se diversifier. À développer. À se développer exactement. Donc effectivement, il y a le potentiel, il y a l'idée, puis pour l'instant c'est suffisant pour revisiter. Ça ne sert à rien de revisiter 8 fois les mêmes notions, évidemment. Bien sûr. Donc en tout cas, le projet est évolutif, hein, donc voilà, c'est un peu ça l'idée de départ. Ok, ça marche. Et justement, est-ce que la box en tant que telle, on peut l'emprunter? Vers qui on peut s'adresser? Est-ce que c'est vous directement? Alors, ce sont des, comment dire, Des questions qui n'ont pièges, pas hein, vous été avez vu. abordées. En réalité, pour dire les choses concrètement, je dirais que pour réaliser la box, c'est assez facile puisqu'il suffit d'avoir des fichiers qui sont prêts, de faire imprimer sur des papiers collants quand on veut faire des papiers collants, fichiers imprimés en couleur sur des papiers magnétisés et sur des fiches de papier un peu plus résistantes que les papiers, on va dire, d'imprimerie classique. Donc, il est possible tout à fait de pouvoir réaliser ce type de produit
assez rapidement à la demande en tout cas. Donc l'adresse email est toujours, je crois, sur le... La même. Justement, on vient de mettre votre adresse mail dans le chat directement pour que les participants puissent avoir votre adresse mail en direct, qui est assez simple pour le coup, c'est laurent.chal@forem.be. Donc on vous demande en fait, on vous dit qu'on est très intéressé par la box et puis vous nous envoyez les fichiers pour que nous on puisse faire les prints de notre côté. Ça sans avoir concerté les autres partenaires, donc je me dis d'accord. trop vite. Hein. Donc pour l'instant, on vous demande par mail de savoir comment, si on peut les avoir. Vous voyez vos partenaires et puis vous revenez vers nous. S'il vous plaît. Oui, on donnerait une réponse officielle concertée, je dirais. C'était exactement clair dans ma réponse. Impeccable, impeccable. Merci beaucoup, Laurent. Là, effectivement, donc, il y avait eu donc, pas mal de questions. Donc, on a vu un petit peu tout ça. Vous avez parlé de prérequis en tout début de présentation. Donc, avant de nous présenter le jeu en tant que tel, vous parlez de prérequis. Donc, effectivement, vous disiez que l'âge, le jeu est à destination, en tout cas, d'étudiants ou de professionnels déjà un petit peu avertis. Mais est-ce que vous avez plus de prérequis que ça? Est-ce qu'on ça demande un peu plus? Moi, par exemple, je ne suis pas professionnelle du bâtiment, je m'y connais un petit peu. Est-ce que je peux jouer? Comme ça, directement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt parce que il n'y a pas d'apprentissage si on ne revisite pas ces fameuses théories de la construction et qu'on n'a pas les notions de prérequis. Donc, c'est clair. Je pense que l'apprentissage ici, c'est de bien ancrer de manière différente ce qui a déjà été vu par ailleurs. Dans des cours qui sont plus linéaires, je dirais, il y a moyen ici de faire une activité qui permet de bien ancrer les notions. Voilà. Ok, d'accord, ok. Donc, et puis, vous nous conseillez dans tous les cas d'avoir quand même, imaginons voilà, qu'on vous demande la pathologie box, que vous nous envoyez ce qu'il faut quand même une certaine formation pour pouvoir l'animer. Voilà, il faut avoir les capacités effectivement de formation, donc d'animation, un peu aussi de prévoyance et de logique dans la formation. Voilà, c'est une simple animation, je veux dire, de formation classique à la portée de toute personne professionnelle, je dirais, de l'enseignement. D'accord, ok, ça marche. Donc on est vraiment et ça, imaginons qu'on veuille le mettre en place. Est-ce que en vous le demandant, est-ce que vous pouvez nous accueillir et nous former pendant 1 heure à la pathologie box pour qu'ensuite ça c'est possible. De nouveau, ça n'a pas été concerté, donc. On vous donne plein d'idées, vous avez vu. Je ne sais pas du tout ce qui est prévu pour la suite, donc. D'accord. Ok, super. En tout cas, c'est un outil qui est hyper intéressant. Apprendre par le jeu, c'est toujours au bien, en tout cas, montrer des cas concrets. Vous êtes en demande de cas concrets un peu plus pour pouvoir développer plus la box et aussi des thématiques qui ne le sont pas encore aujourd'hui dans les fiches. Et l'idée, c'est de pouvoir développer cette box un petit peu plus et qu'elle prenne un peu plus d'assurance et qu'elle passe la frontière à plusieurs reprises. Voilà, oui, ce serait l'idéal, évidemment, d'avoir des cas de figure qui proviennent d'un peu partout. Ce serait intéressant pour enrichir effectivement l'outil. Voilà, et ça peut être adapté, évidemment, aussi, mais c'est vrai que ce serait l'idéal. D'accord. Le message est passé, Laurent. Le message est passé, on continuera à le passer et en tout cas, on met votre contact directement aux participants et qu'on enverra aussi dans les messages de remerciements sur ce webinaire avec le lien aussi podcast. Ça va, c'est parfait. Un grand merci à vous, Laurent, en tout cas, pour votre présentation, pour avoir joué le jeu de webinaire, parce que ce n'est pas forcément un exercice évident. Merci beaucoup de votre présence, et puis à très vite pour de prochains partenariats, j'en suis sûre. Avec plaisir. Bonne journée à vous, Laurent. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.
Merci à tous, en tout cas, de votre présence au webinaire. La semaine prochaine, nous ferons notre dernier webinaire. Et oui, toute bonne chose a une fin. Voilà, on espère en tout cas qu'on reproduira un programme tel que celui-ci dans les prochains projets. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Et là, cette fois-ci, on revient à notre horaire habituel de 11h à midi. Et nous aurons le plaisir d'accueillir... Alors, attendez, j'ai ma petite présentation en espérant que je ne sois pas coupée au niveau du son. Voilà, que je fasse les choses bien. Donc là, je pense, si tout est OK, que ma présentation est, voilà, est bon. Je vais essayer de voir mes petits partenaires pour voir si c'est OK de leur côté. C'est bon pour vous? Super. Donc, comme je vous le disais, je passe un petit peu... Voilà. Notre prochain webinaire, ça sera jeudi prochain, donc comme je vous disais, à l'horaire habituel de 11h à midi. Et donc cette fois-ci, nous traiterons de la thématique du confort thermique en période chaude. 1 heure pour découvrir comment le choix des isolants mis en œuvre peut influencer le confort estival. Et pour nous en parler, nous accueillerons Guy Allard, formateur en construction durable et entrepreneur. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos webinaires, notamment celui d'aujourd'hui qui sera en ligne dès demain, sur notre site internet www.fai-re.eu, sur notre page Facebook et également sur notre chaîne YouTube. Vous retrouverez aussi tous les podcasts de nos nombreux webinaires, d'ailleurs de nos 7 webinaires précédents, sur cette même chaîne. Et nous aussi, pour vous dire que nous vous avons mis sur le chat un lien pour remplir le formulaire d'évaluation, si vous le voulez bien, voilà, afin d'améliorer un petit peu plus nos actions et nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ceci. Voilà, pour moi, je pense que tout est dit. Je remercie une fois plus tous les partenaires qui œuvrent dans l'ombre, qui sont juste derrière et qui nous mettent tout ça en forme. Un grand merci à vous. Un grand merci encore à Laurent aujourd'hui pour son intervention et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée à tous.